Parlons maintenant du modèle de Van der Waals. Bon, la figure précédente indique que l'équation d'état du gaz réel est bien plus compliquée que celle du gaz parfait. En fait, il n'existe aucune loi universelle permettant de décrire le comportement complexe de ces gaz en fonction de la température. La question cruciale est d'expliquer cette différence de comportement par rapport au gaz parfait. Or, pour obtenir la loi simple des gaz parfaits, on a dû postuler un certain nombre d'hypothèses. On a supposé que les molécules sont assimilées à des points ponctuels et aussi l'absence d'interaction entre les particules. Ces hypothèses ne sont en fait valables qu'aux faibles pression, c'est-à-dire la pression est à peu près inférieure à une atmosphère, où le nombre de molécules est réduit, ce qui augmente leur libre parcours moyen, c'est-à-dire que les molécules étant alors très éloignées entre elles. On peut alors négliger leurs interactions mutuelles. En tenant compte des interactions mutuelles d'attraction et de répulsion entre les molécules, en tenant compte des interactions mutuelles d'attraction et de répulsion entre les molécules et la nature non ponctuelle de ces molécules, Van der Waals a proposé les modifications suivantes par rapport à la loi des gaz parfaits. Il a proposé que les molécules ont une certaine taille, soit un volume molaire B dit covolume, qui vu leur très grand nombre. Il occupe un volume propre VB est égal à N fois B. Ceci conduit à une première modification par rapport à la loi des gaz parfaits, c'est-à-dire P fois V moins NB. NB représente le volume des molécules, le volume de toutes les molécules est égal à NRT. C'est-à-dire que P tout simplement est égal à NRT sur V moins NB. Il a aussi proposé l'existence d'interactions mutuelles qui a pour effet de diminuer la pression au voisinage des parois d'un facteur proportionnel au carré de la densité des molécules, à savoir un facteur A fois N sur V le tout au carré. Ceci conduit à une deuxième modification par rapport à la loi des gaz parfaits, c'est-à-dire que P est égal à NRT sur V moins NB moins N au carré fois A sur V au carré. D'où l'équation de Van der Waals qui s'écrit sous la forme P plus N au carré fois A sur V au carré, le tout fois V moins NB est égal à NRT. Les isothermes des gaz de Van der Waals sont représentés sur la figure du slide suivant à partir de cette expression. Bon, voilà l'allure des isothermes sur le diagramme de Clapeyron. On remarque alors, à partir de ces trois courbes pour T supérieur à Tc, T égal à Tc et T inférieur à Tc, on remarque que l'apparition d'un isotherme critique T est égal, pour T est égal Tc à tangente horizontale, ici. Aussi l'existence d'isothermes complexes pour T inférieur à Tc et aussi l'absence d'un palier de liquéfaction. Donc sur la figure 4.3 sont représentés les isothermes de Van der Waals dans le diagramme d'Omaga, c'est-à-dire on a tracé ces isothermes sur le diagramme d'Omaga sur la figure suivante. On voit que sur le diagramme d'Omaga PV en fonction de P, on remarque que pour la température augmente, les courbes des isothermes s'écartent de la courbe horizontale. Donc le modèle de Van der Waals introduit bien la notion d'isotherme critique, mais ne produit pas l'allure exacte des isothermes des gaz réels. En fait, il n'existe à l'heure actuelle aucune équation qui est en parfait accord avec l'expérience. Parlons maintenant de la liquéfaction pour les gaz réels. Bon, les gaz réels ont la propriété très utile de pouvoir se liquéfier. Les gaz liquéfiés sont utilisés dans de nombreuses applications. On note que pour évaporer un liquide, il suffit de le chauffer. La liquéfaction d'un gaz est une opération plus complexe
qui nécessite que sa température soit inférieure à sa température critique, c'est-à-dire que T doit être inférieur à Tc. En effet, la condition impérative pour liquéfier un gaz est qu'il faut à la fois le refroidir à une température inférieure à la température critique Tc, c'est-à-dire T inférieur à Tc. Puis, on doit aussi le comprimer. Un gaz ne peut être liquéfié que si sa température T est inférieure à Tc, et ceci, quelle que soit la pression appliquée. Au quatrième et dernier chapitre qui concerne les gaz réels. Et commençons par une introduction. Les gaz réels sont des gaz qui se trouvent dans des conditions qui ne sont plus décrites de façon satisfaisante par le modèle des gaz parfaits. Si la pression augmente, la loi des gaz réels s'écarte de celle des gaz parfaits, surtout aux hautes pressions, c'est-à-dire quelques atmosphères. Les gaz réels sont décrits par des lois différentes et plus complexes. Liquéfiables, c'est-à-dire les gaz réels sont liquéfiables à une température inférieure à la température critique Tc, caractéristique des gaz en question. Afin de décrire correctement le comportement des gaz réels, il est nécessaire de rajouter des termes correctifs au modèle des gaz parfaits afin de tenir compte, par exemple, des interactions entre particules ou encore des volumes non négligeables des particules. Ces termes correctifs, qui dépendent fortement de la nature des gaz, sont généralement à prendre en compte aux pressions élevées. En effet, aux basses pressions, tous les gaz tendent à avoir un comportement de gaz parfait. Bon, maintenant, parlons de gaz et des gaz parfaits et de gaz semi-parfaits, juste pour la comparaison. Donc, on distingue entre gaz parfait et semi-parfait satisfaisant à l'équation PV est égal à nRT, c'est-à-dire le gaz parfait et le gaz semi-parfait satisfont à l'équation PV est égal à nRT. Mais pour un gaz parfait, les capacités calorifiques CV et Cp sont des constantes, alors que pour un gaz semi-parfait, les capacités calorifiques CV et Cp sont des fonctions de la température T. Bon, maintenant les diagrammes des gaz réels. Donc, si on trace expérimentalement les isothermes des gaz réels dans un diagramme de Clapeyron, on obtient la figure des slides suivants. Pour des raisons historiques, ces isothermes sont parfois appelés isothermes d'Andrews. Ils ont des allures très différentes de celles des gaz parfaits qui sont hyperboliques. Bon, voilà la courbe. Et donc, sur le diagramme PV, les isothermes des gaz réels. Donc, pour une température T supérieure à Tc, le gaz se trouve dans l'état gazeux et à une courbe, voilà l'allure des isothermes. Par contre, pour T égale à exactement Tc, donc voilà l'allure de la courbe qui se trouve entre gaz et liquide dans cette zone et gaz entre gaz et gaz dans l'autre zone. Donc, pour une température T inférieure à Tc, il se trouve pour des basses, pour des petits volumes et des hautes pressions. Donc, il y a l'état liquide, c'est-à-dire il se trouve dans la phase liquide, puis il y a changement de phase dans cette zone, puis il y a des hyperboles comme ici dans la phase gazeuse. Donc on constate alors que ces isothermes expérimentaux ne ressemblent à celles des gaz parfaits que pour des faibles pressions et à grand volume qu'à des gaz déliés approchant le gaz parfait. D'autre part, si on comprime le gaz, le comportement va dépendre fortement de la température. C'est-à-dire que si T est supérieur à Tc, c'est-à-dire au-dessus d'une certaine température Tc, des températures critiques, le fluide se comprime régulièrement en restant à l'état gazeux. Mais la loi P est une fonction de V s'écarte sensiblement de celle des gaz parfaits.
Si T est inférieur à Tc, au-dessous de la température critique, on observe un débit de liquéfaction des gaz pour V est égal Vg. La partie des gaz liquéfiés augmente progressivement si le volume diminue. Pour V est égal à Vl, il n'y a que des liquides et la liquéfaction est totale. Si T est égal à Tc, le palier horizontal de liquéfaction se réduit à un point d'inflexion à tangente horizontale caractérisé par la valeur PC, VC et TC. La courbe en pointillé est appelée courbe de saturation. En dessous de cette courbe, de cette courbe de saturation, on a toujours coexistence de l'état liquide et l'état gazeux. On a alors un mélange liquide-gaz, dit mélange humide aux vapeurs saturantes.